Kupiansk. Ce nom résonne de plus en plus souvent dans les bulletins militaires, les analyses stratégiques, les rapports du front, et chaque fois qu'il est prononcé, c'est avec une inquiétude croissante. Car Kupiansk n'est plus simplement un problème local, un revers tactique temporaire, une simple cote zéro comme on dit dans les troupes. Kupiansk est devenu le symbole d'une défaillance systémique. Quand le mensonge dans les rapports, la confusion entre désir et réalité, l'incapacité à anticiper les mouvements ukrainiens ont conduit à ce qu'une ville officiellement considérée comme libérée il y a un mois soit aujourd'hui en grande partie contrôlée par les forces ukrainiennes. Le paradoxe de la situation, c'est que l'Ukraine perd manifestement la guerre sur la plupart des axes. Pokrovsk est tombé, Seversk est perdu, les forces ukrainiennes perdent ville après ville dans le Donbass. Pourtant, les forces armées ukrainiennes disposent encore de suffisamment de troupes, de réserves et de morale pour lancer des contre-offensives sur certains segments du front. Kupiansk illustre parfaitement comment la partie ukrainienne, en rassemblant ses réserves et en déployant ses meilleures unités équipées de matériel OTAN, parvient à créer une supériorité locale qu'elle exploite avec une efficacité implacable, particulièrement là où le commandement russe prend des décisions discutables, où la logistique flanche, où les rapports transmis aux échelons supérieurs divergent de la réalité sur le terrain. Cette analyse s'articule autour de trois axes. Le premier est tactique. Ce qui s'est concrètement passé sur le terrain, comment les forces ukrainiennes ont occupé la majeure partie de la ville, comment la laiterie-conserverie a été perdue, comment 3 tonnes d'explosifs largués par de lourds drones ont détruit la principale route de transfert des forces russes. Le deuxième axe est systémique. Comment la pratique des DAF, quote 1a, où les vœux pieux sont présentés comme des faits à tous les niveaux de la machine militaire, a radicalement faussé la situation et provoqué cet échec. Le troisième axe concerne les cadres, qui doit répondre du mensonge dans les rapports, et comment le général Mordvitchev pourrait changer la donne si le système osait opérer des changements de personnel au plus haut niveau. La question centrale: combien de Kupiansk faudra-t-il encore pour que le système apprenne à dire la vérité à sa hiérarchie au lieu de lui peindre de jolis tableaux? Commençons par la tactique. L'observateur militaire Yuri Podoliaka a signalé il y a quelques jours une évolution extrêmement défavorable dans la partie est de Kupiansk. Les forces ukrainiennes ont frappé la laiterie-conserverie et l'ont occupée. À première vue, c'est juste une usine, un site industriel parmi tant d'autres. Mais comme toujours, le diable se cache dans les détails. La laiterie-conserverie se trouve à un point stratégique de la partie est de Kupiansk, et c'est précisément par ce secteur que les troupes russes assuraient la logistique des unités qui défendèrent la rive droite de la rivière Oskol. C'était le dernier corridor relativement sûr permettant de ravitailler les unités, d'acheminer les munitions, d'évacuer les blessés, d'effectuer les rotations de personnel. Une fois la conserverie occupée par les formations ukrainiennes, le ravitaillement est devenu impossible. La situation des unités russes, sur la rive droite de l'Oskol, est passée de difficile à désespérée. Sans logistique, toute défense est condamnée. Les unités russes ont été contraintes d'abandonner une partie importante de la ville sur la rive droite de la rivière. Podoliaka le dit clairement: on voit mal comment les forces russes pourront conserver ne serait-ce que la partie de Kupiansk qui reste sous leur contrôle, car la partie orientale de la ville, le fameux Trans-Oskol, se retrouve elle aussi menacée. La perte d'un seul site stratégique a fait s'effondrer tout le système défensif comme un château de cartes. C'est l'illustration parfaite du rôle absolument crucial de la logistique dans la guerre moderne. La partie ukrainienne avait parfaitement compris l'importance de ce site, a rassemblé ses forces, porté une frappe ciblée, et les troupes russes se sont retrouvées face à un dilemme: soit sacrifier des hommes dans une tentative désespérée de tenir des positions sans ravitaillement, soit se replier. Le commandement a choisi la seconde option, mais la question demeure: pourquoi un site aussi stratégique n'a-t-il pas été renforcé à l'avance, protégé par des réserves supplémentaires, couvert par une défense échelonnée? Pourquoi les forces ukrainiennes ont-elles pu s'en approcher, l'attaquer et le capturer sans rencontrer de résistance insurmontable? Parlons maintenant du Almiyam, quote de ce. Le centre analytique Raibar a révélé des détails qui assombrissent encore le tableau. Les troupes russes tentèrent d'utiliser un passage technique, appelé tube, par les soldats, pour transférer du personnel vers Kupiansk et en revenir. C'était l'itinéraire principal et relativement sûr, permettant d'éviter le terrain découvert
exposés aux drones et à l'artillerie. Le commandement russe comptait manifestement sur le fait que cet itinéraire resterait secret, ou du moins protégé. Mais la partie ukrainienne a déchiffré cette manœuvre. Le renseignement des forces armées ukrainiennes a identifié l'itinéraire, et de lourds drones de type A-5 ont largué environ 3 tonnes d'explosifs sur le passage technique. 3 tonnes. Ce n'est pas une frappe ponctuelle de drone FPV. C'est un bombardement aérien massif qui a transformé le tube en piège mortel et en cimetière. L'itinéraire a été anéanti. Après cela, les troupes russes se sont retrouvées face au choix suivant. Soit progresser en terrain découvert, où chaque mouvement est repéré par les drones ukrainiens, soit renoncer purement et simplement à envoyer des renforts aux unités qui tiennent encore dans des quad 7 de résistance isolées dans la ville. Les sources de Rybar sont explicites. La partie russe ne s'attendait pas à un tel retournement, si bien qu'envoyer des hommes en renfort à ceux qui se sont accrochés à Kupiansk est devenu impossible. C'est l'exemple type du renseignement ukrainien et des drones qui travaillent par anticipation, identifiant les plans tactiques du commandement russe et les pulvérisant avant même qu'ils ne soient mis en œuvre. Les forces ukrainiennes ne se contentent pas de défendre, de réagir, elles anticipent, planifient, frappent en devançant l'adversaire. Et la question logique se pose, pourquoi n'y avait-il pas d'itinéraire de secours? Pourquoi n'y avait-il pas de plan alternatif au cas où le corridor principal serait détruit? Pourquoi tout le transfert de personnel dépendait-il d'un seul passage technique que la partie ukrainienne pouvait neutraliser par une frappe massive? Abordons maintenant la géographie des pertes. Selon Rybar, la perte du contrôle russe sur Kondrachovka, Radkovka et les faubourgs de Moskovka est confirmée. Des localités autour de Kupiansk et des parties de la tête de pont sur la rive ouest de la rivière Oskol. Les formations ukrainiennes ont repris une part considérable de la tête de pont que les troupes russes occupèrent depuis l'automne 2022, après le retrait des forces armées ukrainiennes de la région de Kharkiv. Dans Kupiansk même, la situation est critique. La défense russe est fragmentée. Autrement dit, ce n'est plus une ligne de front continue, mais des points d'appui isolés, des îlots de résistance qui ne tiennent que grâce au travail acharné des opérateurs de drones qui fonctionnent à l'usure. La chaîne de volontaires, au sein Quatma, rapporte les propos d'un combattant de ce secteur, et ces mots sonnent comme un verdict. Dans Kupiansk même, nous ne sommes pas présents. Les forces russes sont en périphérie, la partie ukrainienne a rétabli la supériorité aérienne, des actions contre-offensives sont en cours au nord de Kupiansk en direction de la rivière Oskol. Ce n'est pas simplement un revers local, la perte de quelques positions. C'est la perte du contrôle sur un territoire considérable, sur une ville d'importance stratégique, sur une tête de pont qui devait servir de tremplin pour poursuivre l'offensive vers la région de Kharkiv. Kondrachovka, Radkovka, Moskovka, ce sont des localités que les forces russes ont prises au combat, pour lesquelles des hommes sont morts, qui ont été tenus pendant des mois, fortifiés, saturés en matériel et en personnel. Et voilà que les formations ukrainiennes les ont reprises. Combien de temps faudra-t-il pour récupérer ces positions? Combien de vies? Combien de munitions, de matériel, de réserves? Et surtout, le commandement russe a-t-il un plan pour y parvenir? Ou faudra-t-il encore improviser sur le tas, colmater les brèches, transférer des forces d'un secteur à l'autre en espérant que ça passe? Voyons maintenant comment les forces ukrainiennes progressent concrètement. Les combattants du secteur de Kupiansk signalent que les forces armées ukrainiennes utilisent massivement de lourds drones de type Baba Yaga qui bombardent continuellement les positions russes. Ce ne sont pas de légers drones FPV qui larguent des mines ou des grenades. Ce sont de lourds appareils sans pilote capables de transporter des dizaines de kilos d'explosifs et de réduire les points d'appui en ruine. Des groupes d'assaut bien préparés des forces armées ukrainiennes, équipés de matériel OTAN, transporteurs blindés, véhicules blindés, moyens de communication, dispositifs d'observation modernes, pénètrent dans la ville. La combinaison de la supériorité en drone et d'une infanterie nombreuse, motivée et bien formée, produit un résultat prévisible. La partie ukrainienne a transféré d'importants renforts vers Kupiansk. 2 brigades de la région de Soumy, 2 de la région de Tchernihiv et plusieurs unités isolées de Poltava et du secteur de Zaporijia. C'est une concentration de forces sérieuse qui montre que pour le commandement ukrainien, la bataille de Kupiansk revêt une importance cruciale. En reprenant la ville, les forces armées ukrainiennes
réduisent à néant les succès russes sur cet axe ces derniers mois, contraignant l'armée russe soit à prendre d'assaut directement l'immense métropole de Kharkiv, ce qui signifie des pertes colossales dans des combats urbains, soit à contourner par les forêts et les champs, sans disposer à l'arrière d'une artère de ravitaillement fiable, d'une puissante gare de triage, d'une tête de pont logistique. Les forces ukrainiennes ne se contentent pas de défendre, d'essayer de retarder l'offensive russe, elles créent les conditions dans lesquelles toute progression ultérieure de l'armée russe vers Kharkiv devient extrêmement difficile, voire impossible. Et à nouveau la question, pourquoi le commandement russe n'a-t-il pas anticipé la concentration des forces ukrainiennes près de Kupiansk? Pourquoi les contre-mesures n'ont-elles pas été préparées à l'avance? Pourquoi des réserves supplémentaires n'ont-elles pas été transférées? La défense anti-aérienne renforcée? Un système de lutte contre les drones déployé? Pourquoi l'armée russe se retrouve-t-elle systématiquement dans une position où elle doit réagir aux actions de la partie ukrainienne au lieu de les anticiper? Et voici le moment clé qui transforme toute cette histoire d'un revers tactique en défaillance systémique. Le 20 novembre 2024, le président russe Vladimir Poutine visite le centre de commandement du groupement, Orhak Quat 11. Le chef d'état-major général Valery Gerasimov et le commandant du groupement, le général de corps d'armée Sergei Kouzovlev, font leur rapport au commandant suprême sur l'achèvement de la libération de Kupiansk. La scène a un air solennel. Gerasimov déclare « Les unités du groupement Ouest ont libéré la ville de Kupiansk et poursuivent la destruction des formations ukrainiennes, encerclées sur la rive gauche de la rivière Oskol. » Poutine redemande, manifestement pour s'assurer de l'exactitude de l'information. Quote 13. Kouzovlev répond par l'affirmative, sans l'ombre d'un doute. Affirmatif, la ville est sous le contrôle des troupes russes, les petits groupes dispersés de la partie ukrainienne sont en cours d'élimination. Un mois s'est écoulé. Les forces ukrainiennes ont occupé la majeure partie de Kupiansk. La laiterie-conserverie est perdue, la logistique sur la rive droite de l'Oskol est détruite, le passage technique anéanti par 3 tonnes d'explosifs, Kondrachovka, Radkovka et les faubourgs de Moskovka sont revenus sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Le rapport du 20 novembre s'est révélé être soit un mensonge pur et simple, soit une évaluation catastrophiquement inexacte de la situation. Pour défendre Gerasimov et Kouzovlev, on peut dire que peut-être, à ce moment-là, le 20 novembre, le rapport n'était pas un mensonge direct au commandant suprême. La situation opérationnelle change constamment, les positions passent de main en main, et à un moment donné, les forces russes pouvaient effectivement contrôler la majeure partie de la ville. Mais même dans ce cas, la question demeure. Comment, un mois plus tard, la situation a-t-elle basculé si radicalement que la ville a été perdue? Et si la situation était si instable, pourquoi le rapport a-t-il été présenté comme une victoire définitive, et non comme un succès intermédiaire nécessitant d'être consolidé? Le problème n'est pas seulement que le rapport s'est révélé inexact. Le problème, c'est que la pratique systématique des Quad 15 à différents niveaux de la machine militaire a radicalement déformé la réalité. La question n'est pas de savoir si Gerasimov et Kouzovlev ont personnellement menti. La question est de savoir qui est responsable du fait que le commandant suprême reçoive des informations qui ne correspondent pas à la réalité. Les beaux rapports ne sont pas qu'une simple inexactitude dans l'information. C'est une maladie systémique qui ronge les forces armées de l'intérieur. Le centre analytique Ribar le dit clairement. La situation à Kupiansk répète les événements d'il y a un an sur le secteur de Seversk, mais à une échelle bien plus grande. Le problème n'est pas qu'un commandant a mal évalué la situation une fois. Le problème, c'est que le système encourage les beaux rapports à tous les niveaux. Le commandant de bataillon rapporte la prise d'une position qui n'est que partiellement prise, car un rapport complet ressemblerait à un échec. Le commandant de brigade rapporte au commandant de division le contrôle d'une localité, alors qu'en réalité les forces russes ne tiennent que la périphérie. Le commandant de division rapporte au commandant du groupement que la ville est nettoyée, alors que les combats se poursuivent dans la ville. Le commandant du groupement rapporte au chef d'état-major général que la mission est accomplie, car admettre le contraire signifierait reconnaître un échec. Et au final, on rapporte au président russe la libération complète de Kupiansk, alors que sur le terrain, la situation est bien plus complexe. À cause de rapports erronés sur la situation, les réserves qui n'étaient plus nécessaires pour prendre et nettoyer Kupiansk ont été transférées vers d'autres secteurs du front.
Le commandement a estimé que Kupiansk était réglé, problème résolu, on pouvait concentrer les forces sur Pokrovsk ou le secteur de Kourakov. Et quelques semaines plus tard, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive massive sur une ville considérée comme solidement tenue. Cette pratique détruit tout le système de commandement des troupes. Si le commandement ne connaît pas la situation réelle, il ne peut pas prendre de décisions adéquates. Si les généraux reçoivent des quotes 19 au lieu de la vérité, ils distribuent mal les réserves, planifient des opérations sur la base de fausses informations, commettent des erreurs qui coûtent des vies. Ribard pose la question qui devrait résonner au plus haut niveau. Qui et pourquoi déforme l'information au bénéfice des forces armées ukrainiennes sur le secteur de Kupiansk? Car le résultat des beaux rapports profite objectivement à la partie ukrainienne. Le commandement russe perd la compréhension de la situation réelle, la partie ukrainienne obtient la possibilité d'agir par anticipation, de concentrer ses forces là où l'armée russe ne les attend pas. Passons maintenant à l'importance stratégique de Kupiansk. Pourquoi cette ville est-elle si importante? Pourquoi le commandement ukrainien y a-t-il engagé des réserves aussi conséquentes au risque d'affaiblir d'autres secteurs du front? Kupiansk n'est pas qu'une simple localité de la région de Kharkiv. C'est une gare de triage, une artère de ravitaillement, un nœud logistique crucial pour toute offensive sur Kharkiv. En conservant Kupiansk, l'armée russe dispose d'une tête de pont à partir de laquelle elle peut développer des opérations en profondeur dans la région de Kharkiv, acheminer des réserves, assurer le ravitaillement des troupes. Sans Kupiansk, l'offensive sur Kharkiv devient un cauchemar en termes de planification. L'armée russe devra soit prendre d'assaut directement l'immense métropole de Kharkiv, ce qui signifie de très durs combats urbains, des pertes colossales, des mois voire des années d'opération où chaque maison se transforme en forteresse, soit contournée par des zones boisées, sans disposer d'une logistique fiable, d'une puissante gare de triage à l'arrière, d'une artère de ravitaillement. En reprenant Kupiansk, la partie ukrainienne réduit à néant les succès russes sur cet axe ces derniers mois, transformant la prise de la région de Kharkiv d'une tâche difficile mais réalisable en mission quasi impossible. Le 12 décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a enregistré une vidéo mise en scène devant le panneau d'entrée de Kupiansk. Cette vidéo a provoqué un flot de mèmes et de moqueries sur les réseaux sociaux russes. Beaucoup l'ont perçue comme une opération de communication bas de gamme. Mais pour les dirigeants ukrainiens, ce n'est pas qu'une simple communication. C'est la démonstration du contrôle sur un site stratégiquement important. C'est un signal tant au public intérieur qu'aux partenaires occidentaux. Les forces ukrainiennes sont capables non seulement de défendre, mais aussi de reprendre des villes clés. C'est un coup de fouet au moral. C'est la preuve que la guerre n'est pas encore perdue, que les forces armées ukrainiennes peuvent porter des contre-coups. La question au commandement russe: comprend-il que la perte de Kupiansk repousse toute l'offensive sur Kharkiv de mois, peut-être même d'années en arrière? Comprend-il que le prix de cette ville ne se mesure pas seulement en perte de personnel ou de matériel, mais en perspective stratégique pour l'ensemble de l'opération dans la région de Kharkiv? Parlons maintenant des perspectives. La situation est difficile, mais pas catastrophique. Du moins, c'est ce qu'affirment les experts militaires. Pour la partie ukrainienne, la prise de Kupiansk n'est pas non plus une promenade de santé. Les opérateurs de drones russes travaillent constamment sur les groupes d'assaut des forces armées ukrainiennes qui pénètrent dans la ville, et ils le font efficacement. Les positions ukrainiennes identifiées sont pilonnées par l'aviation et l'artillerie. L'expert militaire Alexandre Matyushin confirme que la partie ukrainienne a transféré des réserves vers Kupiansk de manière discrète, tandis que les combattants russes sur place ont mené des combats épuisants, tentant de tenir leur position face à la supériorité numérique des forces ukrainiennes. L'observateur militaire Gennady Aliokin prévient qu'après la perte de Pokrovsk et de Seversk, le commandement ukrainien a concentré ses principales réserves restantes précisément autour de Kupiansk, et qu'elles ne sont pas toutes encore engagées au combat. Cela signifie que l'offensive des forces armées ukrainiennes peut se poursuivre. La pression sur les positions russes va s'intensifier. Le colonel de la RPL Vitaly Kiselev estime que les succès de la partie ukrainienne sont temporaires. Selon lui, le commandement ukrainien n'a absolument aucune possibilité de reprendre définitivement Kupiansk aux troupes russes. Les forces armées ukrainiennes doivent tenir pendant une certaine période pour préparer des lignes de défense de repli sur d'autres positions, ralentir l'offensive russe, gagner du temps.
il y a aussi quelques aspects relativement positifs dans la situation actuelle. La perte de la ville ne semble pas avoir été accompagnée de lourdes pertes en personnel des troupes russes, car il n'y avait tout simplement pas de force importante à Kupiansk. C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles les formations ukrainiennes ont pu occuper une partie importante de la ville relativement rapidement. De plus, l'armée russe continue de tenir le secteur des immeubles de grande hauteur sur la rive est de l'Oskol, d'où les opérateurs de drones peuvent contrôler une partie importante de la ville, et Quat 21, l'infanterie ukrainienne qui tente de s'ancrer dans les positions occupées. Mais la question demeure ouverte. Est-ce suffisant pour conserver ne serait-ce qu'une partie de la ville? Ou faudra-t-il des réserves fraîches, le transfert de forces supplémentaires, voire un changement de commandement sur ce secteur? Un général déterminé et intelligent pourrait s'attaquer aux problèmes systémiques des O5 Quat 22, à cette habitude constante de faire passer les vœux pour des réalités, à cette incapacité à anticiper les actions de la partie ukrainienne. Un tel général existe dans les forces armées russes. C'est le général de corps d'armée, Andrei Mordvitchev, surnommé Warfa Quat 23, pour sa capacité à planifier et mener des opérations offensives réussies, pour sa capacité à prendre des décisions non conventionnelles, pour sa fermeté envers les subordonnés qui tentent de faire de OS Quat 24 au lieu de rapporter la vérité. En mai 2024, Mordvitchev a été nommé commandant en chef des forces terrestres, manifestement dans le but de corriger les nombreuses lacunes et défaillances de la construction militaire des années précédentes, de remettre de l'ordre dans le système de commandement, d'améliorer la qualité de la formation des troupes. Pour un tel général, une nomination au poste de commandant en chef du groupement, Yassam Quat 25, aurait semblé être une rétrogradation extrêmement improbable et inexplicable. Après avoir commandé toutes les forces terrestres du pays, l'envoyer commander un seul groupement aurait équivalu à reconnaître l'échec de son travail. Mais voici ce qui est intéressant. La promotion de Mordvitchev au poste de chef d'état-major général, à la place de Gerasimov, qui le 20 novembre rapportait au président la libération complète de Kupiansk, aurait probablement pu améliorer radicalement bien des choses dans les forces armées russes. La qualité de la planification des opérations, l'efficacité du commandement des troupes, le système de retour d'informations du bas vers le haut, la lutte contre la pratique des beaux rapports, ce sont tous des domaines dans lesquels Mordvitchev s'est montré comme un gestionnaire ferme et efficace. Le général Quat 27 ne tolère pas le mensonge dans les rapports, ne pardonne pas les tentatives de faire passer les désirs pour la réalité, exige de ses subordonnés honnêteté et précision dans l'évaluation de la situation. C'est précisément ce type d'homme qu'il faut au poste de chef d'état-major général, surtout dans une situation où la pratique systématique des beaux rapports conduit à la perte de ville, à l'échec d'opération, au fait que le commandant suprême reçoit des informations inexactes. Mordvitchev, comme tout militaire, attend l'ordre du commandant suprême. Mais pour l'instant, un tel ordre n'existe pas. Et la question demeure, combien d'échecs encore? Combien de Kupiansk faudra-t-il encore pour que le système ose procéder à des changements de personnel au plus haut niveau? Le 20 novembre 2024, Gerasimov et Kuzovlev rapportaient au président russe « La ville de Kupiansk est sous le contrôle des troupes russes. Les petits groupes dispersés de la partie ukrainienne sont en cours d'élimination. » Un mois plus tard, les forces ukrainiennes ont occupé la majeure partie de la ville. La laiterie-conserverie est perdue, la logistique sur la rive droite de l'Oskol est détruite, le passage technique anéanti par 3 tonnes d'explosifs largués par de lourds drones, Kondrachovka, Radkovka et les faubourgs de Moskovka sont revenus sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Kupiansk n'est plus simplement une Quat 30, un simple revers local, un simple problème tactique temporaire. Kupiansk est devenu le symbole d'une défaillance systémique, quand le mensonge dans les rapports, la confusion entre désir et réalité, à tous les niveaux de la machine militaire, ont conduit à la perte d'une ville officiellement considérée comme libérée. On peut se tromper, la situation opérationnelle change constamment, les positions passent de main en main, le brouillard de la guerre empêche d'évaluer précisément la situation. Mais on ne peut pas mentir. Car le mensonge transmis vers le haut détruit tout le système de commandement des troupes, conduit à une mauvaise répartition des réserves, à l'échec d'opération, à des pertes qui auraient pu être évitées. Qui doit répondre du fait que le commandant suprême reçoive des informations inexactes?
Qui doit répondre du fait que les réserves nécessaires pour tenir Kupiansk ont été transférées vers d'autres secteurs parce que le commandement considérait la ville comme solidement tenue? Qui doit répondre du fait que la partie ukrainienne a pu transférer discrètement des forces importantes, créer une supériorité locale et frapper là où le commandement russe ne s'y attendait pas? Le système doit apprendre à dire la vérité au lieu de faire des beaux rapports. Le général Persé Mordvitchev attend l'ordre du commandant suprême. Mais tant que l'ordre n'arrive pas, Kupiansk brûle, comme Seversk a brûlé, comme brûlent les beaux rapports réduits en cendres par la réalité.